Allora, rispetto al programma, facciamo questo piccolo cambiamento. Eh bien, on fait un petit changement par rapport au programme et on passe directement aux résultats du questionnaire sur le catalogage et la gestion des biens culturels qui a été envoyé avant le congrès aux communautés de vie consacrées. Et ce questionnaire nous est présenté par Monseigneur Fabrizio Capanni et Luigi Bartolomei. Je vous en prie. Grazie, Sor Carmen. Merci, Sor Carmen. Je suis vraiment désolée qu'il n'y a pas la possibilité de connecter. In preparazione di questo... En vue de ce congrès, il y a quelque temps, il y a eu la pandémie et donc on a dû aussi déplacer l'échéance, les termes. On a pensé donc de préparer un bref questionnaire pour connaître l'intérêt et l'espace que dans les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique donner au patrimoine culturel respectif, aux soins et à la gestion. L'initiative a été partagée par les organismes promoteurs, c'est-à-dire la congrégation des sociétés de vie consacrées, l'Union des supérieurs et des supérieurs qui ont favorisé la diffusion de ce questionnaire. L'initiative dont nous allons présenter aujourd'hui le résultat a été créée pour vérifier l'attitude des instituts par rapport à leurs biens culturels, mobilier et immobilier, avec une attention particulière à 5 aspects qui constituaient autant de questions. Le démarrage et le déroulement effectif des processus d'inventariage et catalogage. C'est un aspect qui a identifié tout de suite comme une priorité, comme cela a été souligné hier, et non seulement hier. C'est un aspect prioritaire pour la gestion, la valorisation, la conservation des biens culturels. La première chose à faire, c'est l'inventaire et le catalogue qui peuvent avoir différentes nuances. L'organicité et l'uniformité des processus engagés pour comprendre si on a suivi des modèles cohérents au sein des instituts ou les provinces individuelles. C'est-à-dire s'il s'agissait d'expériences liées à des personnes singulières ou s'il y avait un projet de catalogage organique et articulé. Troisième point, les limites et les critères de priorité parmi les biens recensés pour vérifier quelle catégorie de ces biens vers quelle catégorie s'est orientée l'action du recensement? Si on a fait d'abord les archives, les bibliothèques, le patrimoine artistique ou les immeubles. Le quatrième élément était relatif aux biens immobiliers et on demandait de comprendre si on pouvait esquisser une politique à l'intérieur d'un institut dans le cas de fermeture d'une maison, dans le cas d'une désaffectation, c'est-à-dire si l'orientation prioritaire était l'aliénation ou la valorisation économique,
en gardant la propriété, ou encore si on allait vers une valorisation sociale et culturelle des biens immobiliers désaffectés, et s'il y avait des collaborations avec d'autres institutions religieuses ou civiles de la région. Le cinquième élément, à travers le questionnaire, était essayer de comprendre s'il y avait dans le programme de formation des novices à l'intérieur des instituts, si dans ce programme de formation, il y avait une attention spécifique aux biens culturels de l'Église et à leur gestion. L'analyse des résultats du questionnaire proposé est divisée en deux phases afin de clarifier d'abord le profil des instituts qui ont participé au questionnaire et puis d'entrer dans le mérite de ce résultat. Je passe donc la parole au professeur Luigi Bartolomei de l'Université de Bologne qui a collaboré à l'organisation de ce congrès et qui va nous dire en termes scientifiques le résultat de cette enquête. Merci. Alors, contrairement à mon habitude, je vais lire parce que je suis méfiant par rapport aux mathématiques. Et s'il s'agit de chiffres, je ne peux que remercier les amis et les docteurs de recherche du secrétariat du Congrès qui ont fait ces analyses et qui les ont élaborées pour moi. Vous avez compris qu'il s'agit d'une relation en deux parties. Nous allons comprendre d'abord quel est le profil des institutions qui ont participé, parce qu'elles n'ont pas toutes participé, et puis quels sont les résultats de ce questionnaire. Premier point, profil des institutions participantes. Qui a répondu? Nous devons dire d'abord que malgré la promotion du questionnaire, comme a dit Don Fabrizio, par la Congrégation pour les religieux et les organismes internationaux représentant les supérieurs généraux, c'est-à-dire le UISG et les supérieurs générales USG, la compilation de l'enquête a été globalement modeste. Je crois qu'on peut voir le graphique. Et je fais référence à l'image numéro 1. L'instrument fait état de 60 congrégations masculines et 299 congrégations féminines, dont plusieurs fédérations monastiques. Globalement, et pour les deux sexes, le résultat n'atteigne pas le seuil de 20% des instituts actifs à ce jour. Donc, on n'est pas arrivé à 20%. Ce chiffre est remarquable et semble avoir une double cause. D'une part, la difficulté de contacter toutes les familles religieuses. C'est très difficile déjà faire cette opération. Et d'autre part, peut-être le faible niveau d'attention moyenne consacré à l'objet du questionnaire et de cette conférence elle-même. Un élément qui est également confirmé par certains indices que nous allons voir ensemble dans ces diapositives. Mais alors, les images que vous voyez ici montrent que malgré le fait que les instituts représentés ne sont pas beaucoup, 299 féminins et 60 féminins, le nombre de communautés de vie consacrées impliquées est large. Donc, on arrive à 21 100 communautés, dont 75% sont des communautés féminines, comme vous pouvez le voir dans l'image numéro 1.
Ce chiffre doit être, et je souligne, c'est une donnée importante, donc elle doit être interprétée par défaut. C'est-à-dire que les maisons qui se trouvent dans ce questionnaire sont plus que 21 000. Pourquoi? Parce que dans au moins 5 cas, la personne qui a rempli le questionnaire que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas s'il s'agit d'un salarié ou si c'est une personne qui appartient à l'Institut. Donc la personne qui a rempli le questionnaire a déclaré qu'il ne connaissait pas exactement le nombre de maisons exactes. Une déclaration qui ne dénonce pas l'indisponibilité de ce chiffre, parce que nous croyons que les congrégations savent de combien de maisons elles sont composées, parce que ça serait une ignorance dramatique, mais cette donnée montre le fait qu'il s'agit d'une donnée qui n'est pas immédiatement disponible. Il s'agit d'un élément important, même si cela fait référence à quelques cas. L'échantillon d'institut, c'est auto-sélectionné, donc nous n'avons pas sélectionné un échantillon. C'est l'échantillon qui s'est auto-sélectionné en répondant, reflète de façon assez fidèle les rapports globaux de genre qu'on peut déduire de l'Annuarium Statisticum Ecclesiae pour les communautés de vie consacrées. Nous le voyons dans l'image numéro 2, confirmant que dans l'Église catholique, la vie consacrée a certainement un visage de femme. Quant à l'origine géographique des données, là aussi sur le profil, l'origine géographique dans les réponses au questionnaire est déformée par la présence des maisons généralistes et des instituts à Rome. Et donc, beaucoup d'organismes répondent au questionnaire de la capitale, mais nous voyons qu'ils le font dans des langues différentes par rapport à l'italien, et nous le voyons dans la différence entre l'image 3 et l'image 4. Malgré cette importance, le questionnaire rassemble des expériences. Malgré ça, cette caractéristique, le questionnaire rassemble des expériences du monde entier, représentant tous les continents, avec une prédominance de la zone européenne, Europe géographique, donc y compris le Royaume-Uni, et de la zone nord-américaine, qui est plus représentée par rapport à l'Amérique du Sud. La représentativité des instituts par année de leur fondation est également complète. L'image 5 montre les maisons des communautés de vie consacrées impliquées dans le questionnaire selon l'année de fondation, non pas de la maison, mais de l'institut respectif. En fait, l'année de fondation de l'Institut est plus importante par rapport à l'année de fondation de la maison, parce que même les monastères de clôture sont des conteneurs de biens qui ont un âge plus important par rapport au bâtiment. Donc, nous avons choisi ce critère. Comme vous voyez, les données correspondent à des fondations du 19e siècle. 54% des données concernent des fondations du 19e siècle. Donc, ce sont les ordres assistentiels qui naissent au cours de cette période, suivis par des fondations anciennes et post-tridentines, représentées par 14% des données. 11%, ce sont des fondations modernes, 1915-1965, et de la fin du XVIIe siècle. Les fondations modernes et contemporaines sont minoritaires. Donc, vous avez maintenant le cadre, le profil de ceux qui ont participé à cette initiative. Et maintenant, nous rentrons dans le contenu des réponses.
Pour ce qui concerne la présence d'un catalogue ordonné du patrimoine culturel, les données déduites du questionnaire révèlent une situation fragmentée et incomplète. Et nous pouvons le voir sur ce graphique, le graphique numéro 6. Comme vous voyez, 48% des instituts ont déclaré un catalogage sporadique et partiel, donc donné par la somme de ceux qui ont déclaré un catalogage limité à quelques maisons ou provinces ou limité aux biens d'archives ou encore limité à une liste informelle. Dans 14% des cas, le catalogage du bien culturel n'a jamais été entrepris et dans 9% des cas, on n'a pas de données disponibles. Environ la moitié de ceux qui ont répondu ont fait état d'un catalogage épisodique. Pour un autre quart d'entre eux, ce catalogage est inexistant. 24% des personnes interrogées déclarent qu'un catalogage complet des données a été réalisé. Eh bien, ce quart de positivité est en partie gonflé par les monastères de vie contemplative qui, dans certains cas, ayant achevé et complété le recensement de leurs biens comme institut autonome, alors vous comprenez que ce monastère se présente comme un ordre, son poids est équivalent à 1 et modifie la statistique. Le cadre compulsif est assez statistique, pas assez dynamique. Donc, seulement 3% déclarent que le catalogage est actuellement en cours. Mais nous devons admettre dans cette analyse, et on arrive à un point très important, des différences régionales très importantes. Et on a utilisé un forum de Google à classifier les réponses sur base linguistique. Mais là aussi, il faut faire attention. Il faut considérer que pour notre échantillon, le domaine linguistique n'est pas rigoureux, étant donné qu'il dépend des choix linguistiques de la personne qui a rempli le questionnaire. Donc, nous ne pouvons pas dire que la personne qui a rempli le questionnaire en anglais est anglophone, réside dans un pays anglophone. On ne peut pas le dire. Mais si nous voulons regarder les cadres linguistiques de référence, nous pouvons faire une statistique, même si elle n'est pas très claire. Donc, il y a des incertitudes. On peut faire des références. Le champ linguistique anglais, par exemple, comprend en grande partie le contexte anglo-saxon avec 49 instituts, mais aussi l'Australie avec 7 instituts, l'Irlande, Royaume-Uni, les Pays-Bas, mais aussi les entités basées en Italie qui préfèrent s'exprimer en anglais. De même, le contexte francophone concerne le Canada, la Suisse, le Belgique, le Luxembourg, mais aussi le Liban et en partie les Pays-Bas, ainsi que des institutions basées en Italie. Moins surprenants sont les domaines de l'espagnol et de l'italien. Le premier étant constitué en grande partie d'Espagne et Amérique du Sud, le deuxième étant constitué en grande partie d'institutions basées en Italie. Nous notons ces considérations qui atténuent la rigueur des statistiques, donc avec des nuances. Si on les examine, les statistiques par champ linguistique, comme on le fait dans le graphique 8,
On doit reconnaître la primauté du champ anglo-saxon dans l'exhaustivité des catalogues étendus à toutes les maisons de toutes les provinces des institutions considérées. C'est-à-dire ce nuage d'instituts qui a choisi la langue anglaise et qui correspondent aux États-Unis, à l'Europe du Nord, démontre aussi d'avoir des archives et un cataloguage plus complet. Dans le domaine de la compilation libre, qu'on ne vous a pas montré parce qu'ils sont très longs, certaines institutions appartenant à cette zone linguistique se plaignent du fait que ce catalogue ne sont pas rédigés de façon uniforme et ne permettent pas l'échange, la comparaison de biens et de documents. Cependant, le pourcentage de complétude des catalogues des institutions anglophones est unique dans les statistiques recueillies. Cette primauté ne peut pas être attribuée au faible nombre de cas considérés. Le fait d'avoir peu de cas ne fait pas qu'ils sont tous complets. La composante anglophone correspond à 36% de l'échantillon considéré. Il s'agit de la deuxième composante la plus importante après la composante italophone. En revanche, les composantes espagnoles et italiennes sont les plus fragmentées. La présence d'un catalogue ne concerne pas l'échelle de provinces religieuses, mais se configure dans la plupart des cas comme le patrimoine et le choix de chaque maison, en produisant un panorama très diversifié au sein des mêmes provinces ou fédérations sensibles aux événements et aux personnalités humaines qui ont traversé chaque communauté. Numéro 9. L'objet du catalogage est le sujet du panneau 9. Donc, et les priorités alors sont données. Qu'est-ce qu'on catalogue d'abord? L'attention primaire est obtenue par les patrimoines archivistiques. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une attention qu'on pourrait considérer comme généralisée, pratiquement un quart des personnes interviewées. Ensuite, les biens immobiliers et les biens artistiques et historiques. Les biens des bibliothèques, donc les biens meubles de valeur artistique et historique, et les biens des bibliothèques, alors que dans l'ensemble, peu d'attention a été accordée aux biens immatériels des communautés de vie consacrées, comme on a vu, cet ensemble de traditions, de connaissances, de techniques et de compétences qui sont l'expression typique de la communauté dans la scansion de son temps quotidien ou festif et liturgique. Beaucoup donc de ceux qui ont compilé ce questionnaire ont utilisé les champs ouverts pour préciser les occasions ou les collaborations qui ont permis les activités de catalogage. Là, c'est une donnée intéressante. Nous n'avons pas de panneau, mais écoutez, je pense que c'est intéressant. Je vais présenter une synthèse de ces notes spécifiques. Alors, dans le contexte italien, certains des instituts considérés, notamment les monastères de vie contemplative, ont déclaré avoir préparé un catalogue de leurs archives en collaboration avec la conférence épiscopale italienne et à l'aide de logiciels appropriés. Et nous avons vu un exemple hier. Dans d'autres cas, toujours en Italie, les communautés ont déclaré que les catalogues en leur possession étaient en fait ceux préparés par la surintendance et se limiter au patrimoine artistique historique. Toujours dans le contexte italien, l'immobilier a fait l'objet de quelques collaborations avec les plus grandes universités italiennes, notamment pour analyser le patrimoine bâti par rapport à son origine historique, plus rarement par rapport à l'avenir. Une seule communauté monastique qui a participé au questionnaire a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de cataloguer ses biens par manque de ressources financières. Dans le domaine hispanophone, et donc ce sont surtout les communautés ibériques et sud-américaines,
Eh bien, cette région, cette partie lie la présence de catalogues au musée avec la collaboration et l'utilisation de personnel non spécialisé, l'accessibilité au public, mais parfois peu de connexions mutuelles. La partie anglophone, décrite par la mosaïque géographique mentionnée ci-dessus, est la plus riche en collaboration. La Hollande, les Pays-Bas, l'Allemagne font aussi partie de cette zone. Donc, c'est la plus riche en collaboration avec des institutions non professionnelles, non laïques, d'institutions laïques dans la production, la gestion et la valorisation de leur patrimoine culturel. Là, je cite donc des phrases qui ont été inscrites dans le questionnaire. Cela découle d'une tradition de partenariat institutionnalisé avec les gouvernements locaux et d'une collaboration structurée avec les universités locales pour des catalogues unitaires. Parmi ces initiatives, le contexte géographique le plus riche et traditionnel est celui des Pays-Bas. La Belgique, la Hollande et le Luxembourg présentent la plus grande densité d'expériences de collaboration institutionnelle en matière de catalogage et de gestion de biens culturels ecclésiastiques. Certaines de ces organisations sont représentées dans ces colloques. Maintenant, voilà le panneau 10. Il en manque plus que 3. Eh bien, nous voyons maintenant les biens immobiliers des instituts. Les pourcentages proposés ne concernent pas les solutions opérationnelles relatives aux maisons désaffectées, mais la connaissance des parcours et des expériences au sein même des instituts. Il faut bien comprendre la question. Dans le cas d'abandon de maisons ou de couvents. Donc, on ne peut pas dire que 41% des maisons abandonnées sont des bâtiments. Non, mais plutôt que dans l'expérience des instituts, il y a de ces expériences. Alors, vous voyez qu'il y a le cas de l'aliénation. 41% et location 24,5%. Donc, ce sont des aspects inédits qui dessinent des expériences, profitent des expériences déjà répandues dans de nombreux instituts de vie consacrés, comme la gestion immobilière, à travers des projets de valorisation sociale et culturelle, qui est présente à hauteur de 21%. Donc, il y a, voilà. La pratique consistant à fermer les églises ou à les réduire à un usage profane n'est pas très répandue. C'est ce qu'on appelle une désaffectation, justement. Ces expériences présentent toutefois des indices et des variations régionales, comme le montre le panneau 11. Si les expériences de réutilisation par valorisation socioculturelle se répartissent proportionnellement aux aires linguistiques considérées, l'aliénation des bâtiments ecclésiaux et la désaffectation des lieux de culte, c'est-à-dire leur réduction à un usage profane, sont des pratiques répandues dans le monde anglophone, selon les critères que nous avons vus. Le maintien des biens immobiliers et leur exploitation par le biais de loyers sont au contraire dominants dans le contexte italien, qui montre toutefois une prévalence relative pour la fermeture des églises qui ne sont plus utilisées, plus que pour leur désaffectation. La dernière section du questionnaire porte donc l'attention sur la présence d'initiatives de formation et de sensibilisation des instituts au patrimoine culturel. Et là, je vais vers la conclusion. Panneau 12. Alors, ici, nous voyons les résultats globaux de cette enquête spécifique. Donc, plus de 30% des répondants au questionnaire, là, ce que nous avons, c'est des résultats
qui concerne tous les domaines linguistiques. Alors, plus de 30% des répondants ont déclaré ne pas avoir connaissance de telles initiatives au sein de leurs instituts et 22% ont déclaré que de telles initiatives étaient laissées à l'inclination personnelle de leurs membres. C'est-à-dire, ce qui veut dire que 52% des instituts n'a pas d'initiative institutionnelle active. Donc, face à ces 52% d'initiatives inconnues laissées à l'appréciation personnelle de leurs membres, 24% des instituts déclarent la présence d'initiatives lancées dans ce but, tandis que dans environ 14% des cas, il y a juste un appel des curies généralistes à lancer des initiatives de formation dans ce but. Là aussi, il y a des différences régionales ou linguistiques. Si le contexte italien est celui dans lequel on constate la plus grande fragmentation due à des initiatives encore inconnues ou laissées à la libre initiative des religieux, eh bien, c'est le contexte anglophone qui, au contraire, voit la plus grande concentration d'initiatives institutionnelles en faveur de la formation spécifique dans ce domaine. Les conclusions, au sens d'une interprétation de ces données, n'entrent pas dans le cadre de cette présentation qui est objective et qui ne concerne que ces résultats. Et puis, on pourra, dans les actes, tirer des résultats plus précis, des conclusions plus précises. En fait, l'objectif de cette présentation était simplement de proposer les données synthétiques du questionnaire qui a été réalisé en illustrant les limites et les principales clés de compréhension. Alors, ce que nous permettons de dire ici, j'en ai parlé avec Monseigneur Capani pendant les pauses, eh bien, c'est que ce domaine anglophone a des caractéristiques qui, nous semble-t-il, peuvent être rattachées à 3 thèmes. Alors, il y a l'aire géographique qui a le plus de catalogues complets et celui qui a le plus de collaboration institutionnelle avec des réalités laïques ou universitaires. Et c'est celui qui mise le plus sur les initiatives de formation des membres des instituts, donc formation sur le catalogage et la valorisation. J'ai terminé. Merci de votre attention.